Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Marion Van Rentergem, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse internationale à l'Express et lauréate notamment du prestigieux prix Albert Londres. Et nous vous recevons à l'occasion de la publication d'un thriller géopolitique fascinant mais totalement ancré dans le réel, Le piège Nord Stream. C'est publié aux éditions Les Arènes. Nord Stream, c'est le nom de 2 gazoducs sous-marins reliant la Russie et l'Allemagne. Des gazoducs qui illustrent la stratégie d'influence et de dépendance développée par Vladimir Poutine à l'égard de l'Europe. Avant d'y revenir, je voudrais vous interroger sur votre dernière chronique dans l'hebdomadaire L'Express. Vous y écrivez que pour Poutine, la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas ne sont que les 2 volets d'un même conflit. Dans quelle mesure le maître du Kremlin peut-il tirer profit, selon vous, de la crise au Proche-Orient ? Alors, il y en a même en Ukraine, des hauts responsables ukrainiens qui vont jusqu'à dire que Poutine a été derrière l'opération du Hamas. Je ne vais pas jusque-là, loin de là, et il n'y a aucune preuve qui en atteste. En revanche, si Poutine avait voulu la guerre du Hamas, s'il avait voulu tirer profit de cette guerre, il ne se serait pas pris autrement. Pourquoi ? Parce que cette deuxième guerre ouvre un deuxième conflit d'immense importance, bien sûr, qui focalise les attentions internationales, et particulièrement cette question israélo-palestinienne est extrêmement passionnelle et au cœur de beaucoup d'enjeux et a beaucoup de répercussions, notamment en Europe. Donc ça a d'abord un facteur de diversion, de détournement des attentions, de détournement des opinions publiques, et les opinions publiques sont cruciales, évidemment, dans le soutien aux Ukrainiens, dans le fait de continuer à la soutenir moralement, politiquement, mais financièrement et militairement aussi. On voit bien la bataille budgétaire qui est en train de se jouer aux États-Unis, à quel point on est un peu à un point de bascule, de fatigue des opinions occidentales, de fatigue envers ce soutien ukrainien. Donc le soutien financier américain pourrait se déliter, notamment en cas de victoire de Trump on le voit, le nouveau président de la Chambre des représentants est opposé au soutien à l'Ukraine. Joe Biden, le président, a essayé de maintenir un paquet législatif qui vise à ce que l'aide à Israël, l'allié indéfectible des États-Unis, soit conjointe au soutien à l'Ukraine, mais ça, c'est remis en cause par les républicains les plus trumpistes. C'est une minorité au sein des républicains, mais extrêmement active et influente. Donc, il y a une véritable bataille, et même chez les démocrates, on sent de la part des électeurs, les députés sont aussi, les représentants sont les représentants des électeurs, cette fatigue des opinions se fait sentir. Donc, et c'est vrai que cette élection américaine qui interviendra en novembre de l'année prochaine pèse énormément, est comme une sorte d'épée de Damoclès, dans la mesure où Trump aujourd'hui est quasiment à égalité, sinon devant dans les sondages, devant Donald Trump. Donc son retour est possible, et lui a clairement manifesté son soutien à Vladimir Poutine, son indifférence totale à la guerre en Ukraine, et en tout cas au soutien à l'Ukraine. Et en tout cas, il y a tout un mouvement isolationniste très fort aux États-Unis qui vise à dire les affaires de l'Europe ne nous concernent pas, concentrons-nous éventuellement sur cette bataille avec la Chine, sur la bataille stratégique dans le Pacifique, mais en tout cas, l'Europe n'est plus notre problème. Israël reste le problème des États-Unis, même dans un cas de retour à l'isolationnisme. Mais malgré tout, on est quand même face à la possibilité d'un repli très nationaliste de la part des Américains. Est-ce que cette crise au Proche-Orient est également l'occasion pour Moscou de montrer le caractère déstabilisateur de l'action américaine dans le monde, et notamment au Moyen-Orient ? Alors justement, c'est l'autre bénéfice de Poutine dans ce nouveau front au Moyen-Orient, c'est qu'il active, ça lui permet d'activer ce bouton extrêmement efficace du 2 poids 2 mesures, qui est largement employé du côté ce qu'on appelle le Sud global, à tort ou à raison, mais enfin en tout cas dans ce camp anti-occidental qui vise à dire vous vous intéressez, vous indignez par exemple des bombardements russes en Ukraine, mais en revanche vous êtes du côté des bombardements israéliens de Gaza. Donc en fait le piège du Hamas, qui est extrêmement sophistiqué dans sa sauvagerie extrême, hélas, qui vise qui a enfermé Israël dans une réponse inéluctable, une riposte inéluctable. Israël ne pouvait pas ne pas répondre, et en même temps, en répondant de la manière dont elle le fait, c'est-à-dire en créant
malgré elle, enfin, ou à cause d'elle, ou à cause de lui, je ne sais pas quel genre on donne à Israël, une catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler. Ça donne à Poutine l'argument de dire voilà, les Occidentaux, votre camp occidental, vos alliés sont en train de commettre à Gaza ce que nous faisons aussi par légitime défense en Ukraine, puisque Poutine déploie tout un argument totalement faux, évidemment, qui est que il ne fait que répondre que l'Ukraine est une forme d'agresseur de la Russie et qu'il n'a fait que devancer une agression préparée par l'Ukraine. Enfin, il y a une sorte de mélange de faits alternatifs, de réalités alternatives et de mélange des genres auquel l'extrême complexité de ce qui se joue avec l'attaque du Hamas, la riposte israélienne, lui offre des arguments de confusion dans le monde et c'est extrêmement efficace. En cas d'extension de la guerre et de la crise à l'Iran, est-ce que la Russie pourrait également voir ses revenus gaziers augmenter comme ce fut le cas dans la première semaine qui a suivi les massacres du 7 octobre ? Alors, la Russie a perdu malgré tout des revenus dans cette guerre, mais c'est vrai qu'on voit que les sanctions ne sont pas aussi efficaces qu'on l'aurait souhaité. Quand un ministre de l'économie comme Bruno Le Maire avait dit « nous allons écraser l'économie russe », c'était maladroit à plusieurs points de vue. D'abord parce qu'il ne s'agit pas d'écraser l'économie russe, il s'agissait de la rendre inopérante sur le plan militaire, mais même ça, ça s'avère faux. Les sanctions sont contournées de mille manières et la Russie montre une résilience extrêmement forte. D'abord parce que quand on a un dictateur comme Vladimir Poutine, il a ce point commun avec le Hamas, d'ailleurs, qui est l'indifférence totale pour la vie humaine. Donc, la population russe, pour lui, n'est rien d'autre que de la chair à canon potentielle. Il s'en fiche. Et les Russes, qui étaient des soviétiques, ont été habitués à la douleur, au malheur, à la pauvreté, et ça les rend extrêmement endurants, beaucoup plus que nous qui sommes des petites démocraties douillettes. Et c'est vrai qu'on voit bien que la Russie ne manque pas de ressorts pour continuer sa guerre. Alors le gaz, en plus, le paradoxe du gaz, c'est que certes, l'Europe a réussi assez vite à diversifier ses importations, mais on continue à importer du gaz russe, non seulement de manière sous forme liquéfiée, même plus chère, mais sous forme de GNL, de gaz naturel liquéfié, on continue à importer du gaz russe. Et ce que personne ne dit et ne sait, et peu de gens savent, c'est qu'on continue même à utiliser les gazoducs ukrainiens et à importer du gaz russe à travers les gazoducs ukrainiens. L'Ukraine, pour elle-même, officiellement, n'importe pas du gaz russe, mais en revanche, elle sert de transit aux pays européens. Et quand j'ai posé la question aux personnes intéressées qui sont des acteurs de l'importation, de l'exportation et de l'importation du gaz en Ukraine, je leur ai dit, mais pourquoi continuez-vous à transiter du gaz russe vers les Européens ? Ils m'ont dit, mais parce que vous vous mettez à genoux pour nous le demander. Au niveau européen, Vladimir Poutine se veut le fer de lance d'une internationale populiste qui a connu hier soir un nouveau succès. Le parti d'extrême droite PVV est arrivé en tête des élections législatives aux Pays-Bas avec 35 sièges. Reste à savoir maintenant si son leader Geert Wilders sera en mesure de former un gouvernement. Quelle est la responsabilité de Vladimir Poutine dans ses victoires en Italie, hier aux Pays-Bas, aujourd'hui et peut-être demain en France avec le Rassemblement national ? Il a une responsabilité indirecte et insidieuse parce qu'il a beaucoup travaillé à se faire des alliés du côté des extrêmes droites, des nationalistes populistes européens. Il a financé indirectement le parti, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Il a aidé non pas Giorgia Meloni en Italie, qui elle est plutôt pro-américaine et pro-OTAN, mais il avait aidé un de ses prédécesseurs, Matteo Salvini. Il est très allié à Viktor Orban en Hongrie et il encourage, il a aussi favorisé la campagne du Brexit par des financements, tout ça de manière toujours un peu indirecte. Avec cette guerre de l'information extrêmement efficace. Puis, en effet, il y a tous par les réseaux sociaux et puis tout un système extrêmement sophistiqué en effet de désinformation. Il était aussi intervenu dans l'élection présidentielle française contre Emmanuel Macron
en 2017 notamment. Donc il a une responsabilité ou un rôle là aussi assez subtil, mais en tout cas, il est bénéficiaire dans la mesure où l'Union européenne et les démocraties occidentales sont son ennemi public numéro 1. Il le dit lui-même d'ailleurs sans encombre. Tous ces partis qui visent qui sont des ennemis de l'intérieur de l'Europe, Geert Wilders a redit qu'il voulait un référendum pour sortir les Pays-Bas de l'Union européenne. Tout ça, évidemment, joue en faveur de Vladimir Poutine et qu'on participe à son vaste plan. Et ça limite donc l'isolement de la Russie ? En tout cas, la Russie, qui était, comme je l'ai dit dans mon livre, qui avait perdu une partie du grand. Le plan de Poutine, comme je dis dans mon livre, était presque parfait, on va y revenir tout à l'heure, avec par ces gazoducs et par cette emprise qu'il exerçait sur l'Union européenne à travers le gaz et l'exportation du gaz. Il avait raté cette grande stratégie au moment de la guerre en Ukraine parce qu'il pensait qu'il pourrait, ses armées pourraient accaparer l'Ukraine sans difficulté et arriver jusqu'à Kiev et éventuellement changer le président en faveur d'un homme qui lui soit plus favorable. Ce plan-là a échoué le 24 février 2022. En revanche, il est en train de réussir autrement par cette guerre au Proche-Orient qui lui est favorable parce qu'il y a une indignation dans le monde en faveur des victimes de Gaza. Le pogrom du 7 octobre est effacé progressivement au profit des victimes de Gaza. Donc ça profite à Poutine. Il y a toute cette alliance entre la Chine, l'Iran, la Russie et une opinion publique mondiale qui le sert. Ces élections populistes, nationales populistes, les unes après les autres, on a l'impression qu'on revient à une vague comme celle équivalente à celle de 2016 avec le Brexit, l'élection de Donald Trump, Bolsonaro au Brésil, Orban, etc. On est en train de revenir dans une configuration géopolitique qui profite à Vladimir Poutine. Alors dans votre dernier livre, Le piège Nord Stream, vous vous intéressez au ressort énergétique utilisé par Vladimir Poutine dans les années précédant l'invasion de l'Ukraine pour contraindre l'Europe à s'aligner sur les positions russes. Décrivez-nous d'abord l'origine de ce qui était avant son sabotage le 26 septembre 2022, le plus grand pipeline sous-marin du monde. Alors ce pipeline, il faut d'abord le décrire pour l'expliquer et le comprendre. C'est un double gazoduc, donc il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Au départ, il n'y avait que Nord Stream et on ne l'appelait pas 1, il n'y avait que le premier. Et il a comme caractéristique d'acheminer du gaz russe directement de la Russie à l'Allemagne pour ensuite se diversifier en tout un réseau de gazoducs à travers le continent européen. Et sa deuxième caractéristique, donc d'abord, il va sous la Baltique, il achemine directement du gaz. Sa deuxième caractéristique étant de contourner les gazoducs ukrainiens, sachant que avant son existence, 80%, et malgré son existence d'ailleurs parce que Nord Stream 2 n'a jamais fonctionné, 80% du gaz russe vers l'Europe transitait par l'Ukraine. Donc le but de Poutine, qui a réussi, et c'était l'intérêt bien compris des Européens qui ont voulu qui ont eu un aveuglement, qui ont fait preuve d'un aveuglement coupable et plus ou moins volontaire, c'était de contourner l'Ukraine, d'abord pour la priver de ses revenus de transit, de ses revenus financiers qui constituaient une part importante de son PIB, mais beaucoup pour se protéger des crises aussi finalement. Pour se protéger des crises, ça c'était l'argument officiel. Il y a notamment eu 2 crises graves entre la Russie et l'Ukraine en 2006 et 2009 qui ont abouti à des coupures de gaz dommageables pour ses clients, ses précieux clients européens pour Vladimir Poutine que sont donc les pays européens, et notamment l'Allemagne. Mais donc ça, c'était l'argument, c'était de dire à l'Allemagne et aux Européens, eh bien, en effet, grâce à ce gazoduc Nord Stream, vous ne subirez plus les conséquences des crises ukraino-russes et le gaz sera toujours fourni. Mais à vrai dire, l'argument véritable que ont vu les pays baltes, qu'ont vu les Polonais, qu'ont vu les Ukrainiens et que nous n'avons pas voulu voir parce que c'était contre nos intérêts, c'était que ce gazoduc Nord Stream, en contournant les gazoducs ukrainiens, privait l'Ukraine de son principal levier de pouvoir stratégique. Il rendait l'Ukraine inutile stratégiquement parce que ce qui rendait Poutine littéralement fou, c'est de dépendre de l'Ukraine pour pouvoir livrer son gaz. Quand je dis Poutine, c'est Gazprom, mais tout ça, c'est la même entité finalement. C'était de dépendre de l'Ukraine pour fournir son gaz.
Et donc, l'Ukraine, de fait, était protégée, avait une sorte de bouclier. Et moi, l'ancien patron de la société ukrainienne de gaz nationale, Naftogaz, me l'a dit, et l'avait dit avant la guerre. Il dit, si Nord Stream 2 est terminé, si les travaux de Nord Stream 2 sont achevés, Poutine envahira l'Ukraine. Et c'était prémonitoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, piège, cheval de Troie, l'une des plus gigantesques erreurs stratégiques du XXIe siècle, écrivez-vous dans le livre. Les Européens ont été naïfs, court-termistes, cupides parfois ? Tout à la fois, ils ont été aveuglés, parfois pour des raisons louables, parfois pour des raisons totalement immorales. Il y a eu de la corruption et un des acteurs principaux a été l'ancien chancelier Gerhard Schröder qui, lui, même peut-être sous couvert des intérêts industriels allemands, s'est comporté de manière extrêmement immorale puisqu'il a négocié avant même son départ de la chancellerie, quand il a senti qu'Angela Merkel allait remporter le pouvoir. On est au début des années 2000. Exactement. En 2005. Non, qu'est-ce que je raconte en 1900. C'est acquis en 2001, juste avant le discours au Bundestag, dont on va parler dans un instant. Du temps où il était encore chancelier, il avait dealé le projet de Nord Stream avec Vladimir Poutine, mais en 2005, lorsqu'il est en train de perdre face à Angela Merkel, il négocie son départ, son arrivée chez Gazprom, dans une filiale de Gazprom qui s'appelait Nord Stream. Il devient président du comité d'actionnaires de Nord Stream avant même de quitter le pouvoir. Donc il est dans un conflit d'intérêts et il tend la main au diable et il passe dans le camp de l'ennemi, en tout cas de l'adversaire russe, avant même de quitter le pouvoir. Alors dans le premier chapitre du livre, vous racontez l'ovation à laquelle a droit Vladimir Poutine au Bundestag, le Parlement allemand. Nous sommes à la fin du mois de septembre 2001, quelques jours à peine après le 11 septembre. Est-ce que le président russe a compris dès ce moment-là qu'une opportunité stratégique majeure s'ouvrait pour les intérêts russes en mettant en avant les convergences nouvelles avec l'Occident, avec l'Europe, avec les Américains en matière de lutte contre l'islamisme ? Alors moi, ce qui m'a frappé en faisant cette enquête, et passionné d'ailleurs, c'est que et c'est passionnant à lire. Hein. C'est gentil. De bout en bout. Je savais, j'étais déjà assez gourmande à l'idée de rencontrer, en enquêtant sur ce tuyau dont j'avais bien compris qu'il était non seulement un symbole de la dépendance folle et diabolique entre la Russie et l'Union européenne, mais qu'il était un instrument et une clé d'explication de la guerre en Ukraine d'une certaine manière et une cause de la guerre en Ukraine. Et je m'attendais à rentrer dans ce que je supposais être du côté des piégés, du côté des Européens et des Allemands. Les Allemands parce que c'était la première puissance économique européenne, donc les premiers exposés à cette dépendance, des histoires de corruption, de complaisance, d'aveuglement, et ça, je n'ai pas été en reste. Ce qui m'a le plus étonnée, à vrai dire, et ce qui m'a surprise au fur et à mesure de cette enquête, c'est de comprendre à quel point, de découvrir à quel point Poutine avait été un piégeur intelligent et stratège. Très tôt. Et je n'avais pas mesuré à quel point je savais quelles étaient les ambitions de Poutine. Je n'avais pas été aveuglée comme pas mal d'autres d'ailleurs en Europe sur le fait que Poutine n'était pas aussi méchant qu'on le croyait. Je voyais bien ce qu'il avait fait, les assassinats politiques, les empiètements territoriaux, et j'avais bien compris que le but de Poutine, dès son arrivée au pouvoir, c'était de reconstituer l'Union soviétique dans ses frontières préalables. C'était sa seule obsession. C'est un nostalgique de l'URSS et un héritier de l'URSS dans ses méthodes et dans ses objectifs. Dont la chute est, selon lui, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Exactement, il l'a dit et il l'a montré. En revanche, donc je pensais que c'était un officier du KGB, malin, roué et brutal, mais je n'avais pas imaginé que c'était un grand stratège. Or, ce que j'ai découvert, c'est que dès son arrivée en 2000, il met en place ce projet de gazoduc Nord Stream, dont l'étude de faisabilité est faite juste après son arrivée au Kremlin, et c'est vraiment son projet. Jusqu'à la guerre en Ukraine, c'est le règne de Poutine, c'est Nord Stream, et ça illustre l'intégralité de sa stratégie, qui était donc l'objectif, reconstituer l'Union soviétique d'avant, donc récupérer la Géorgie, récupérer l'Ukraine, vassaliser la Biélorussie. Ça, c'est son objectif. Sa stratégie, c'était le gaz, et il a compris, il avait fait une thèse lui-même sur les matières premières quand il était, avant même d'entrer au KGB. Et donc, il a compris l'importance des matières premières, des hydrocarbures, dans l'élaboration d'une grande puissance stratégique. Et ce tuyau, donc ce double tuyau de Nord Stream, était l'instrument, la tactique
qui allait servir son ambition, son objectif et sa stratégie. On parle de ces années 2000-2001. Est-ce que ça veut dire que le fameux discours de Munich de 2007, dans lequel il dénonçait de manière extrêmement brutale l'hégémonie américaine, est-ce que ce discours finalement n'est pas, si on suit votre thèse, une évolution radicale de sa position? En fait, c'est simplement une exposition publique de sa grande stratégie. C'est vrai, il y a une vraie rupture dans l'attitude de Poutine en 2007 lors de ce discours de Munich. Et vous évoquiez, je commence le livre par l'arrivée de l'invitation de Poutine au Bundestag. Il est tout jeune président, il a l'air inoffensif, il est bien coiffé, il est tout sage, un peu timide. Et il reçoit au Parlement allemand, il faut voir qu'on est en septembre 2001. Il reçoit une ovation debout du président allemand, au premier rang Gerhard Schröder, ce chancelier qui est devenu très vite ami. Poutine a très très habilement réussi à séduire. C'est une de ses forces et de ses méthodes. C'est un ancien officier du KGB. Il sait repérer les vulnérabilités, les failles, un sens psychologique, psychopolitique très. Et il en fera de même avec François Fillon un peu plus tard. Doué, oui, il l'a fait avec pas mal de Français aussi. Mais avec Gerhard Schröder, ça a très bien marché. Et donc là, à ce moment-là, je ne veux pas dire qu'il a, en 2001, l'idée d'envahir l'Ukraine, mais il a l'idée de reconstituer l'Union soviétique par tous les moyens. Et là, le moyen qu'il utilise en 2001, il ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler. Je ne veux pas non plus lui prêter des capacités visionnaires que personne n'est capable d'avoir. Là, à ce moment-là, il était dans une forme d'amitié avec l'Occident. Il arrivait à la présidence de la Russie. Les Occidentaux étaient évidemment heureux que la guerre froide se soit terminée. Mais est-ce que les Européens ne sont pas fourvoyés dans ces années, cette première décennie, dans une forme de biais d'optimisme après les années calamiteuses de Boris Eltsine? On a commis des tas d'erreurs. Il y a eu aussi des erreurs d'arrogance, c'est vrai. Alors les gens disent on a humilié la Russie, c'est faux parce que c'est plutôt la Russie qui a humilié beaucoup de gens. Et au contraire, il y a eu des efforts faits de la part de l'Occident. On a intégré même la Russie à un moment, on a essayé de l'intégrer dans une structure de l'OTAN. Enfin, il y avait des bons sentiments des deux côtés. Il y a certainement eu des erreurs, il y a eu une arrogance occidentale après la fin de la guerre froide. Il y a des tas d'erreurs évidemment qui ont été commises. Mais c'est vrai qu'on était cette période de 2001 est extrêmement favorable pour la réconciliation entre Poutine et les Occidentaux qui sont échaudés par les très rares années de démocratie que la Russie a connues sous l'ère Yeltsin, qui était en effet pour la seule fois de l'existence russe. Il y a eu une liberté de la presse, il y a eu des tas de libertés qui sont arrivées, mais ça s'est accompagné de monstruosités, de crimes à tous les étages, en pleine rue, enfin c'est d'assassinats, de bordel, pardonnez-moi l'expression. Et d'un comportement souvent erratique sur la scène internationale. Qui était corrompu, alcoolique, qui était totalement déshonorant et intenable. Enfin, donc, la fin d'Yeltsin était plutôt un soulagement. Poutine arrivait comme un espoir. On disait enfin quelqu'un de civilisé. Il était champion de judo, il se maîtrisait beaucoup, il avait l'air bien sous tout rapport. L'allemand, parlait parfaitement l'allemand, absolument, pour avoir été officier du KGB à Dresde. Et donc, il est entré avec enthousiasme, et d'autant plus d'enthousiasme. Et là, c'est là une chance inouïe pour Vladimir Poutine, si je puis dire. Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui dévient l'attention de l'Occident vers un autre ennemi. Ça n'est plus l'Union soviétique, ça n'est plus la Russie, c'est l'islamisme radical. Et là, Poutine, c'est son ennemi aussi. Et donc, il dit « je suis avec vous ». Et là, il y a une espèce d'enthousiasme commun. Et quand il est au Bundestag, c'est justement quelques semaines ou je crois... 15 jours après. 15 jours après, les attentats de 2001. Donc, il est l'ami, il est l'allié. Et ça, voilà, le verre est dans le fruit à ce moment-là. C'est presque la confirmation de la thèse de la fin de l'histoire. Exactement. S'exprime peut-être là. Vous lisiez tout à l'heure, on apprend en vous lisant que dans un mémoire de doctorat en économie rédigé en 97, ou plutôt plagié par Vladimir Poutine, le futur président russe s'exprimait déjà l'idée que les dépendances énergétiques pouvaient être instrumentalisées dans la politique internationale. Parler de Nord Stream, c'est donc évidemment convoquer la figure de Vladimir Poutine, mais aussi celle de la société Gazprom qui gère les plus grandes réserves de gaz naturel au monde, et que Vladimir Poutine va très vite chercher à contrôler. Comment va-t-il s'y prendre? Ben là, il a compris l'instrument qu'il pouvait avoir à disposition, qui était Gazprom, en effet, devenu le plus grand groupe, le géant de la production et de l'exportation
de gaz dans le monde entier et qui, comme vous le rappelez, bénéficie des réserves les plus importantes du monde en gaz. Et pourquoi le gaz est si important stratégiquement, encore plus que le pétrole? C'est justement grâce aux gazoducs. Parce que les gazoducs permettent... le gaz, c'est plus compliqué à gérer que le pétrole. C'est-à-dire que si on le transporte par bateau ou par camion, il faut pour cela le liquéfier, en faire du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. C'est beaucoup plus coûteux parce il y a l'entreprise de liquéfaction, après il faut le déliquéfier, le regazéifier. Ça suppose des structures coûteuses, importantes et compliquées, du temps, de l'argent et en plus écologiquement, ça c'est pas le souci principal de Vladimir Poutine, mais écologiquement beaucoup désastreux. Et donc les gazoducs règlent ce problème. Le gazoduc résolve ce problème de manière magique et comme l'Europe est un client qui a de forts besoins en gaz, qui est le grand marché européen est en pleine croissance et a de forts besoins, et il est sur le même continent que la Russie. Et donc, il s'est tissé, et c'est là qu'on voit, quand on regarde une carte, c'est là qu'on voit le côté diabolique de ce piège, c'est que c'est une vaste toile d'araignée, ces gazoducs, entre la Russie et le continent européen. Il y en a partout. C'est vraiment une sorte d'emprise. Et c'est ça que Poutine a très vite perçu, c'est à quel point il pouvait droguer l'Europe, littéralement la droguer au gaz russe pas cher. Et l'Allemagne en a fait un des piliers de ce fameux modèle économique allemand. C'était grâce en grande partie au gaz pas cher que permettaient les gazoducs. Alors, ce qui est fascinant également, c'est que Gazprom va être utilisé, instrumentalisé selon un double usage, à la fois en externe, vous l'expliquez à l'instant, mais aussi en interne sur le terrain de l'information. Quel est le poids sur place, l'influence de la chaîne NTV, qui est propriété de ce groupe Gazprom? Alors, en effet, Gazprom s'est diversifié, a racheté des médias, et donc est devenu une sorte de machine de guerre médiatique. Il est même devenu une machine de guerre au sens propre, puisque il y a une milice du nom de Gazprom qui officie en Ukraine, qui a plein de milices. On parle beaucoup de celle, évidemment, la plus importante, qui est Wagner, de feu Prigojine. Est-il mort d'ailleurs? Qui a en tout cas qui a été victime d'un attentat assez spectaculaire. Enfin, un attentat, je m'avance, en tout cas d'un accident assez spectaculaire. Donc, il y a une autre milice qui s'appelle Gazprom, et pour dire que déjà le Gazprom était au sens figuré le bras armé du Kremlin, il l'est de manière tout à fait concrète par cette milice et par, en effet, cette guerre de l'information. Donc, il possède tous les instruments de la guerre hybride de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui distingue la stratégie russe employée vis-à-vis de l'Allemagne et de la France? Qu'est-ce qui distingue la stratégie russe à l'égard sur ce terrain-là du gaz, à la fois vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Allemagne? Bien, la France n'est pas, la France n'est pas un client aussi intéressant pour Vladimir Poutine que l'est l'Allemagne, puisque la France a eu cette chance de disposer aussi d'un parc nucléaire important et donc d'être moins dépendante du gaz que ne l'est l'Allemagne, qui importait plus de 50% de son gaz venait de Russie, qui s'était vraiment mis dans une situation de dépendance totalement extrême et à vrai dire irrationnelle et déraisonnable, disons. La France a échappé à cette dépendance excessive grâce au nucléaire, mais en revanche, il ne faut pas non plus négliger le rôle de la France. L'État français a insisté pour que la société française Engie soit partie prenante du gazoduc Nord Stream, soit actionnaire de Nord Stream 1 et co-financière de Nord Stream 2. Donc, je veux dire, ça n'est pas l'Allemagne seule. Et vous écrivez aussi que la France, c'est par l'idéologie que Poutine espère... Alors, en effet, c'était facile de séduire l'Allemagne d'un point de vue purement de la cupidité, puisque ça servait les intérêts industriels allemands. Et là, et il y avait aussi une part d'idéologie parce que, évidemment, Angela Merkel a sa responsabilité dans Nord Stream 1, Nord Stream 2, mais elle était, à vrai dire, elle n'était pas la force motrice principale. La force motrice principale de son gouvernement provenant des sociodémocrates de ces gouvernements de coalition. Ils ont été pendant trois gouvernements Merkel en coalition et à des postes clés, et notamment avec ce ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, et le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, qui est aujourd'hui président de l'Allemagne fédérale.
tous deux ayant été vice-chanceliers, qui avaient un rôle éminent au sein du gouvernement Merkel, qui étaient très proches de Gerhard Schröder, qui faisait très souvent le voyage à Moscou et s'entendait fort bien avec Vladimir Poutine, et qui étaient les principaux défenseurs du projet Nord Stream. Et ils ont hérité aussi d'une forme d'idéologie social-démocrate, héritée du chancelier Willy Brandt, qui était ancien aussi maire de Berlin, et qui avait vraiment initié pour de bonnes raisons, pour le coup, et des raisons louables, une sorte de main tendue à l'Union soviétique, décidant que lui, en tant qu'ancien maire de Berlin, il était aux premières loges pour assister à l'absurdité d'une ville coupée en deux par un mur, et se disant il faut faire l'Ostpolitik, cette politique vers l'Ouest, et tendre la main à la Russie. Et ça, c'est resté très fort dans la politique social-démocrate jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, une forme de sympathie, d'empathie pour la Russie, ce grand voisin dont on voit aussi que géographiquement pour l'Allemagne, c'est extrêmement important, très proche et important. Et il y avait aussi une forme de philosophie, pour le coup, qui n'est pas seulement social-démocrate, mais plutôt de gauche, mais que Merkel avait fait sienne, qui est héritée de Montesquieu et des Lumières, qui vise à dire que le commerce favorise la paix, que si les nations commercent, elles ne peuvent pas se faire la guerre. C'est tout à fait beau théoriquement. En fait, ça n'empêche pas, ça néglige un élément que, à mon avis, qui est la faute de jugement d'Angela Merkel, parce qu'elle ne rentre pas dans les cases de la corruption, elle ne rentre pas dans les cases de la naïveté, elle ne rentre pas dans les cases de l'aveuglement, mais en revanche, elle a fait une faute comme c'est quelqu'un d'extrêmement logique et de rationnel et de court-termiste, elle a voulu croire à cette idée que la dépendance vis-à-vis de Poutine n'était pas si grave parce que c'était une interdépendance et que si l'Allemagne était dépendante de Poutine, Poutine était dépendant de ces grands clients qui étaient l'Allemagne et l'Union européenne, et qu'il ne pourrait pas faire la guerre pour ces raisons, en tout cas pas tout de suite. Elle n'était pas du tout naïve sur le fait qu'il avait l'intention de récupérer l'Ukraine, mais elle pensait qu'il serait empêché. Et ce qu'elle n'a pas compris, à mon avis, c'est l'erreur de Merkel, c'est que d'avoir mis en avant les intérêts rationnels avant les intérêts passionnels. Or, comme le dit Raymond Aron, celui qui croit que les intérêts l'emportent sur la passion n'a rien compris au XXe siècle, et à vrai dire, au 21e non plus. Il nous reste quelques secondes. Que sait-on plus d'un an plus tard des responsabilités, des responsables du sabotage de Nord Stream ? Rien de précis encore, sauf que pour le moment, on s'oriente de plus en plus vers une piste ukrainienne qui, comme je l'explique dans le livre, j'élabore plusieurs... je fais une liste de tous les scénarios possibles. Quels que soient les scénarios, le sabotage de Nord Stream ne profite qu'à un pays, rationnellement, c'est à la Russie. Je ne sais pas si on a le temps de développer malheureusement. Mais en tout cas, ça profite rationnellement à la Russie, notamment pour des raisons financières, parce que la Russie, ayant coupé le gaz, coupé l'usage de Nord Stream 1, Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service, Nord Stream 1, la Russie doit des pénalités pour gaz non fourni à ses clients. Et cet attentat forme un cas de force majeure merveilleux en cas d'arbitrage qui dédouane la Russie de ses pénalités. Mais c'est possible que l'Ukraine, étant la première victime de Nord Stream, a pu commettre un crime passionnel, puisque c'est vers cette piste qu'on s'oriente. Mais encore une fois, un crime passionnel peut se jouer totalement contre ses propres intérêts, et c'est vraiment pas dans l'intérêt de l'Ukraine d'avoir fait exploser Nord Stream. La difficulté n'est pas de commettre un tel attentat, c'est de le faire sans laisser de traces. Est-ce que vous confie un amiral ? Merci beaucoup Marion Van Rentergem d'avoir été avec nous pour nous présenter ce passionnant livre, Le piège Nord Stream. C'est publié aux éditions Les Arènes. À très bientôt. Merci à vous.